Salut les terriens, soyez les bienvenus sur cette nouvelle chaîne du journal de la Starbase, entièrement consacrée au programme Starship de SpaceX, une fusée surpuissante et 100% réutilisable, enfin à terme bien sûr, et si les dieux de l'aérospatiale le veulent bien. Mais c'est plutôt en bonne voie, et grâce à Elon Musk, il se pourrait bien que nous puissions assister à une colonisation de Mars dans nos vieux jours, ou très vieux jours. Ok, vous trouvez ça délirant? Ah écoutez, le mieux c'est de vous rendre compte de ça par vous-même, alors si vous avez un peu de temps devant vous, je vous propose de vous joindre à notre équipe d'inspecteurs des travaux et de prendre une place à bord de l'avion du journal de la Starbase parce qu'on décolle pour le Texas. Juste avant d'embarquer, un petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne et d'activer la cloche de notification, et une fois que c'est fait, eh ben allez, on décolle. On ne change pas une équipe qui gagne, afin de se mettre dans de bonnes dispositions pour un énième tour d'inspection de la Starbase, rien de tel que de bonnes news légères. Et on commence avec Fabien Ramirez, un photographe et observateur régulier des travaux à Boca Chica, qui nous gratifie ici d'un très beau cliché de l'un des grid fins du B10. La photo semble presque surréaliste de par son angle de vue et sa netteté, et c'est en tout cas une occasion supplémentaire d'observer cette ailette grillagée si typique des boosters du Starship. On en a déjà parlé, on en reparlera sans doute encore dans quelques années, voire dans quelques siècles, mais ce bond technologique qu'ont accompli les équipes de SpaceX en permettant la réutilisation des premiers étages de fusée marquera l'histoire de l'aérospatiale à jamais. L'équipage de la mission Axiom 3 en sait quelque chose puisqu'ils ont pu rentrer intacts de leur voyage au-delà des frontières de notre atmosphère terrestre à bord d'une capsule Dragon avec une esthétique intérieure travaillée et des écrans tactiles à portée de doigt, chose encore impensable il y a seulement 15 ans en arrière. Rendez-vous compte, et là je parle pour les plus jeunes terriens d'entre nous, qu'il y a à peine un peu plus de 15 ans, une fusée telle que la Falcon aurait été considérée comme du pur délire de science-fiction. Rappelez-vous bien qu'à l'époque, tout le monde essayait d'expliquer à Elon Musk que ce qu'il essayait de faire était impossible et que cela ne réussirait jamais. Et oui, en matière d'aérospatiale comme dans la vie en général, mieux vaut user de persévérance et de patience si l'on veut voir ses projets aboutir. Mais trêve de parlotte, les inspecteurs des travaux que nous sommes ont un planning chargé, alors zou tous ensemble sur le site de lancement. La vie d'un Starship n'est pas de tout repos, en effet il faut d'abord s'extraire des ateliers en plusieurs morceaux, puis se faire assembler dans les gigantesques hangars, passer une campagne de tests exigeante et parfois dangereuse, patienter des jours voire des semaines sur le Rocket Garden, et si la chance vous sourit, alors vous avez le droit de vous faire un petit nom, on est alors choyé, préparé, tout ça pour être sacrifié la plupart du temps et réduit en cendres par des explosifs. Et ouais. Bon, espérons que le S-28, lui, sera bien le premier Starship à ne pas devoir être passé par les armes, et qu'il reviendra donc en un seul morceau. D'ailleurs, il a récemment été tatoué, comme vous pouvez le voir sur ces images. Il a son nom et le logo de l'entreprise, il ne lui reste plus maintenant qu'à faire ses preuves. Il n'y a pas que les prototypes qui sont choyés ces derniers temps sur le site de lancement, à l'instar des Chopsticks, qui ont reçu tout récemment de nouveaux points d'attache repositionnés pour le deuxième étage du Starship. Pour rappel, ces derniers permettent de sécuriser le vaisseau sous le dessus des ailerons et de le soulever sans risquer de basculer. L'entreprise a effectué cette modification en décalant le point de levage de plusieurs centimètres vers la tour afin de corriger le léger désalignement qui se produit entre le vaisseau, le booster et la table orbitale. Alors certes, peut-être que vu comme ça, et comme Vixie, vous pourriez ne pas être convaincu au regard de l'apparente fragilité du dispositif. Après tout, ce n'est qu'une pièce qui a été découpée et armée d'un dispositif de décalage de quelques centimètres. Bon, et même si on se doute bien que SpaceX ne fait pas n'importe quoi, des fois on se dit que l'exploration spatiale, ça tient parfois pas à grand chose, non ? Les Chopsticks ont d'ailleurs également été testés, à défaut de devoir soulever des prototypes afin de ne pas perdre la main. Ouais, excusez-moi pour ces jeux de mots pourris, c'est plus fort que moi. Enfin bref, les bras de la tour ont donc été soulevés, ils ont pivoté, se sont ouverts avant d'être abaissés à nouveau. C'est l'occasion au premier plan, grâce à Vixie encore une fois, d'apercevoir les travaux toujours en cours sur la porte D2, un accès très emprunté par un nombre considérable de machines, d'employés, de prototypes et autres, une porte qui devra permettre ainsi un accès suffisamment large pour laisser passer les convois exceptionnels qui transitent souvent par là. L'entreprise d'Elon Musk a réitéré sa demande de permis de construire en date du 12 février 2024, avec des plans revus et corrigés, demandant cette fois la permission d'occuper une zone lagunaire de 0,16 acres pour construire une deuxième rampe de lancement qui remplacerait l'actuel pas de tir suborbital et son fameux banc d'essai.
Plus de surprise donc quant à l'emplacement de la seconde tour de Boca Chica, d'autant que le tout récent parking a dernièrement été défait à coups de pelleteuse. Ce chantier va demander à l'entreprise beaucoup de temps et d'énergie en raison du terrain lagunaire sur lequel elle envisage de construire. On se souvient des difficultés rencontrées lors du chantier colossal qui a eu lieu après la destruction du pas de tir, juste après la première tentative du Starship. Enfin bref, nous suivrons cela ensemble et de très près, mais désormais, nous savons où se trouvera le second Mechazilla. Et ce n'est pas fini, car dans la famille des annonces, je voudrais s'il vous plaît la FAA. En effet, l'agence de l'aviation américaine rapporte que SpaceX a réitéré également sa demande qui concerne le nombre de vols de Starship, auquel elle aura le droit cette année. Et en 2024, figurez-vous que SpaceX demande la permission de procéder à 9 tentatives de lancement. Et oui, rien que ça. Bon, si l'entreprise obtient gain de cause, et même si elle arrive à faire voler ne serait-ce que la moitié de ce qu'elle annonce, ce sera déjà très bien. Allez, passons à présent au site de Sanchez. Nous en parlions samedi dernier. Une nouvelle structure mystère, composée d'une partie supérieure en forme de A et d'une base circulaire, a été photographiée sur place par les équipes de RGV Aerial Photography en début de semaine dernière. Et bien évidemment, quelques passionnés du programme Starship n'ont pas pu s'empêcher de numériser la chose et d'en tirer quelques suppositions, à l'image de Chrome Kiwi qui relaie l'hypothèse selon laquelle il pourrait s'agir d'un stand de test à l'usage d'un seul Raptor. Bon, là aussi, il faudra attendre un peu avant de savoir ce qu'il en est réellement. Maintenant, pour clôturer comme il se doit cette énième tour d'inspection des travaux de la Starbase, rendons-nous sur le site de Massey qui se trouve à l'exacte frontière entre le Texas et le Mexique. Chose peu commune, et même si on sait qu'avec SpaceX, le principe de Lavoisier, célèbre chimiste, philosophe et économiste français, est au-dessus de tout, principe qui dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », là je ne sais pas vous, mais je trouve que l'entreprise charrie un peu, non ? Bon, avant de nous mettre la rate au courbouillon, attendons de voir ce qu'elle compte faire de ce réservoir horizontal, rongé par la rouille jusqu'à l'os, et qui apparemment serait destiné à renaître de ses cendres sur le site de Massey, en compagnie de 2 autres déjà sur place, que Mauricio compare à des saucisses un peu trop cuites. Bon, saluons en tout cas la volonté de l'entreprise de faire du neuf avec du vieux. Allez les terriens, on passe à la rubrique questions des abonnés avec Philippe Ribert, toujours fidèle au poste et toujours prêt à éclairer nos lanternes ainsi qu'à clarifier certains points techniques. Aujourd'hui, nous avons choisi la question de Morgane. Bonjour Quentin, bonjour l'équipe. Lorsque le Starship décolle, la douche, bon ici Morgane fait référence au plancher refroidissant, la douche donc forme une étoile à 6 branches, chaque branche étant le siège de la plus forte onde de choc, ce qui en résumé nous offre 6 angles à 60 degrés. Pourquoi ne pas disposer les réservoirs à ergols verticaux en triangle équilatéral, sachant que le sommet d'un tel triangle est de 60 degrés aussi? Cette disposition calerait les réservoirs verticaux dans la zone de moindre choc entre les branches de l'étoile de la douche. Eh bien, merci pour ta question Morgane. Alors les images du site prises depuis un drone ou un avion après un tir nous montrent effectivement les ombres en forme de rayons laissées au sol par les 6 pattes de la table orbitale. Rappelons que cette dernière est équipée de 6 jambes métalliques de section ronde d'environ 2,5 mètres de diamètre et sont entièrement remplies de béton. Elles ont été renforcées et protégées un peu plus tard à leur base par des plaques métalliques qui font office de déviateurs de flammes et facilitent leur écoulement vers l'extérieur. La structure métallique de la table est ancrée dans des fondations posées sur des piliers coulés dans le sol. Ces fondations ne sont pas solidaires du bouclier ajouté ultérieurement ni de la tour située à côté. L'idée de base de SpaceX concernant cette géométrie particulière a probablement été de chercher à diffuser les flammes sur 360 degrés plutôt que de les canaliser dans des fosses, réclamant de très gros et coûteux chantiers de génie civil. Si le principe est entendable, il a ensuite rapidement montré ses limites. Il est certain que l'incroyable puissance des jets de flammes des 33 Raptors au décollage, qui dans les premiers cartons n'étaient que 28 d'ailleurs, a été fortement sous-estimée et même est devenu par la suite un souci majeur pour les concepteurs du pas de tir. On connaît la suite de l'histoire, un pas de tir totalement labouré, des surfaces entières de béton projetées au loin et une ferme à ergols qui pour le coup a payé cher sa coupable proximité. En parlant de cette dernière, tu as raison de préciser que le colmatage du jet de flamme, conséquence de la présence des 6 jambes de la table, crée des zones de flux thermique plus fortes dans certaines directions que d'autres. À y regarder de plus près, ce sont les 2 réservoirs verticaux situés du côté ouest de la ferme à ergols qui se sont pris les plus fortes projections en pleine tête, lifting garanti. La création d'une butte de protection en béton n'a que peu diminué le problème, son efficacité se limitant à bloquer au sol les gravats et autres projectiles les plus lourds. Pour le reste, elle fonctionne comme un magnifique toboggan.
Un autre endroit semble également défavorisé dans ce joli principe de répartition de l'énergie sur 360 degrés, c'est la présence de la tour elle-même et du bâtiment contenant le treuil de translation des bras. De récentes images montrent que le béton des murs y est fortement corrodé, malgré la mise en service du bouclier thermique et de ses splendides jets d'eau. Il n'est en fait pas certain que la forte production de vapeur provoquée par le mélange eau-flamme protège efficacement les matériaux. Une étude sur le moyen et long terme devra le confirmer. Des travaux de protection des surfaces des murs en béton sont actuellement en cours de réalisation. Enfin bref, on blinde de tous les côtés et cela ne semble pas devoir finir. Pour reprendre ton idée de profiter de l'effet de masque offert par les 6 jambes de la table, elle semble déjà exploitée partiellement. En effet, les 4 réservoirs verticaux côté est de la ferme, qui contiennent de l'azote et de l'oxygène liquide, sont quasiment intacts, de même que les réservoirs horizontaux déjà installés depuis quelque temps. Pure chance probablement, car rien ne laisse supposer que SpaceX a initialement structuré sa ferme pour profiter au mieux de cette protection par colmatage. On pourrait pourquoi pas imaginer un dessin global d'implantation des divers équipements du pas de tir qui ressemblerait vu du ciel à une belle étoile à 6 branches, les matériels sensibles étant regroupés par paquets dans les diverses zones d'ombre de forme triangulaire. Mais par contre, un tel dessin ne serait pas optimal d'un point de vue exploitation des circuits, menant notamment à des longueurs de tuyauterie importantes et néfastes au bon fonctionnement de l'ensemble. Une solution temporaire ou définitive, on ne sait pas encore à ce jour, c'est celle mise en œuvre récemment sur le site, supprimer les réservoirs les plus exposés, renforcer ceux dont la survie est raisonnablement envisageable, et compléter par des réservoirs au sol bien abrités derrière des murs de béton. Les imposants renforts métalliques posés sur les réservoirs GSE 2 et 7 sembleraient nous indiquer que la poursuite de leur exploitation est retenue, à court et moyen terme en tout cas. Dans un futur plus éloigné, avec l'arrivée annoncée des Super Heavy Boosters version 3.0 de 9000 tonnes de poussée, la donne pourrait changer à nouveau, et ces demi-mesures se révéler plus suffisantes du tout. Bon, il n'est pas dans mon esprit de critiquer négativement, mais il faut bien reconnaître que le dessin global du pas de tir actuel a été fait un peu à la va-vite. Il s'agit d'un coup d'essai, certes, mais il faudra encore du temps et des efforts pour en faire un coup de maître. Les doutes et les interrogations que nous avions tous depuis le début se sont révélées pertinentes, preuve qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, surtout dans des phases d'études préliminaires aussi importantes que le choix du schéma global d'une installation. Car une fois qu'on a construit, il faut faire avec, et les modifications ultérieures deviennent compliquées et coûteuses. Souhaitons en tout cas que le futur nouveau pas de tir annoncé, avec tambour et trompette par notre bon Elon, ne soit pas une copie conforme du premier, mais s'en écarte librement en intégrant tout le retour d'expérience déjà disponible à ce jour. Il faudra également trouver de la place, beaucoup de place, pour optimiser la disposition de toutes ces encombrantes installations, et la place, eh bien c'est justement ce qui manque le plus à Boca Chica. Allez, à présent, je vais prendre la question de Jim Lovell. Merci pour ce travail. Je voudrais savoir pourquoi les header tanks du second étage sont les seuls couples de réservoirs à faire les mêmes dimensions, contrairement aux réservoirs principaux et header tanks du booster. La différence permet au moteur de respecter le dosage entre le méthane et l'oxygène liquide, alors pourquoi pas ceux du ship ? Eh bien merci Jim, et bravo pour ta remarque qui nous montre ton sens de l'observation. Car effectivement, les deux header tanks installés dans le nez des Starship semblent d'un volume proche l'un de l'autre, alors qu'une différence de taille importante est observée sur les réservoirs principaux, Starship et Booster d'ailleurs. Commençons, si vous le voulez bien, par quelques petits rappels. Les moteurs Raptor, développés et utilisés par SpaceX, fonctionnent en brûlant du méthane à l'aide d'oxygène liquide qui sert d'oxydant dans la réaction chimique de combustion. La réaction c'est CH4 plus 2O2, c'est égal à du CO2 plus 2H2O. Bon, l'équation telle que présentée ici est équilibrée, c'est-à-dire que les quantités mises en jeu ont été ajustées pour que la totalité des atomes composant la première partie de la formule se retrouve intégralement dans la seconde. Ce qui peut également se traduire en bon français par la célèbre formule d'un non moins célèbre chimiste français, Lavoisier pour ne pas le citer, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Il est à noter que du vivant de cet homme brillant, qu'une guillotine révolutionnaire un peu trop énervée a précocement raccourci, la science officielle ne s'encombrait pas encore l'esprit de la notion d'équivalence masse-énergie découverte plus d'un siècle plus tard par un certain Albert. La combustion qui nous intéresse ici est donc entièrement décrite par la traditionnelle chimie, et par conséquent toute la masse que l'on met dans la casserole au début doit s'y retrouver à la fin. Dans une combustion parfaite, tout réagit, il n'y a pas d'excès dans les ingrédients, cette combustion idéale sans gâchis est dite stoichiométrique. Elle est propre et dégage un maximum d'énergie, cependant, idéale sur le papier, elle ne l'est pas toujours sur le terrain. Appliqué au cas d'un moteur fusée, ce dosage idéal carburant-oxydant mène à des températures très élevées, trop en fait pour les constituants internes les plus exposés dont les surfaces métalliques ne pourraient résister.
De ce fait, il est courant que ce rapport carburant-comburant idéal et théorique soit décalé en amenant un léger excès de carburant dans le mélange, un excédent qui ne brûlera pas mais permettra de limiter le pic de température. Ceci est d'ailleurs vrai pour tous les moteurs thermiques, même pour nos bons vieux moteurs à piston qui ronronnent encore pour quelque temps sous votre capot de voiture. Dans le cas de nos Raptor, le pic théorique de l'ordre de 2900 degrés Celsius est abaissé sensiblement, ce qui leur assure une marge de survie suffisante pour une possible réutilisation ultérieure. Mais la baisse de température dans la chambre de combustion a une influence néfaste, elle occasionne aussi une baisse de pression dans celle-ci, et donc par voie de conséquence une diminution de la vitesse des gaz en sortie de tuyère. On en arrive donc à un compromis entre survie du moteur et performance. Selon une déclaration un peu ancienne, mais probablement toujours d'actualité d'Elon Musk, le rapport oxydant-carburant choisi en pratique sur les moteurs Raptor serait proche de 3,8 pour 1, chiffre qui indique un léger excès de méthane par rapport au mélange théorique parfait de 4 pour 1. Cela se traduit concrètement par un débit massique de 3,8 kg d'oxygène liquide pompé pour chaque kilogramme de méthane, et en ce qui concerne les volumes de réservoir, il existe bien une différence de taille visible, mais nous sommes tout de même loin d'un rapport de presque 4. D'où vient alors la différence ? Eh bien, tout simplement de la masse volumique très différente entre nos deux ergols super froids. L'oxygène liquide est naturellement nettement plus dense que le méthane liquide, tous deux à température cryogénique. La forte teneur en atomes d'hydrogène dans la molécule de méthane allège celle-ci notablement si on la compare à la lourde et compacte molécule d'O2. De plus, la température cryogénique de conservation de nos deux fluides est différente, plus basse pour l'oxygène liquide, qui en profite pour se densifier encore un peu. Il y a donc énormément d'oxygène embarqué sur une fusée, mais comme celui-ci, sous sa forme liquide, est notablement plus compact, à masse égale que son acolyte méthane liquide, il prend moins de place pour son stockage. Le résultat final se concrétise sur notre Starship par des réservoirs principaux de 720 m3 pour l'oxygène liquide et 550 pour le méthane, soit un rapport de taille de seulement 1,3. Pour rappel, les fusées fonctionnant à l'hydrogène et à l'oxygène liquide présentent une différence de taille entre leurs deux réservoirs bien plus importante. La navette emportait ainsi dans son gros réservoir central 631 tonnes d'oxygène liquide dans un premier compartiment de 543 m3 et moins de 107 tonnes d'hydrogène liquide dans un second compartiment de plus de 1465 m3. C'est donc 3 fois plus encombrant pour 5 fois moins de masse embarquée. L'hydrogène est décidément un ergol bien capricieux. Voilà, en tout cas, je mets fin ici à la digression et je reviens sur ta question initiale, mon cher Jim Lovell. Nos deux header tanks logés dans le nez du Starship sont effectivement de volume quasi identique, de l'ordre de 17 m3 chacun, mais pour de si petits réservoirs, le volume de fluide contenu dans les longues tuyauteries qui courent sur toute la hauteur du vaisseau n'est plus négligeable et doit être pris en compte dans le calcul du volume total disponible. Nous ne disposons pas bien sûr des valeurs chiffrées correspondantes, mais SpaceX a certainement fait ses calculs. En plus, si on regarde de près le tuyau de descente du header tank d'oxygène, on remarque qu'il se termine à sa base par un renflement qui ressemble fort à un deuxième petit réservoir, apportant lui aussi son propre volume. Ce qui fait qu'à l'arrivée, les volumes stockés et réellement disponibles pour nos deux ergols sont bien dans des proportions attendues pour une bonne combustion. Nos Raptor en phase d'atterrissage doivent toujours fonctionner avec un mélange carburant-oxydant voisin de 3,8 et même probablement moins encore, car dans ces phases délicates de redémarrage moteur faisant suite à un retour sur Terre en vol plané sur le ventre, il est primordial de favoriser la sécurité des moteurs, quitte à les gaver légèrement de méthane pour protéger d'une température excessive leurs organes mécaniques internes. Souvenez-vous des images magnifiques du premier vol du SN15, la caméra au sol nous montrant de jolies flammes vertes sortant de ses tuyères juste après le rallumage de ses moteurs, en phase de pose au sol. Cette couleur verte était le signe d'un excès d'oxygène dans le mélange d'ergol, amenant le cuivre constituant certains alliages à se consumer comme du carburant, pas bon en tout cas pour la durée de vie du moteur. Le même raisonnement est applicable au Heavy Booster, dont le header tank visible en bas de sa structure est dédié à l'oxygène liquide, alors que c'est le downcomer tout entier qui assure ce rôle pour le méthane liquide, dont le réservoir principal est situé en partie supérieure. Voilà les terriens, merci encore pour vos nombreuses participations en commentaire, que ce soit pour interroger ou simplement donner votre avis au travers de remarques pertinentes. N'oubliez pas au passage de vous abonner à la nouvelle chaîne du journal de la Starbase, consacrée exclusivement au programme Starship de SpaceX, et bien sûr de faire briller ce pouce en l'air de YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve dès vendredi sur le journal de l'espace pour l'actualité spatiale de la semaine. À bientôt les terriens.